Bonjour tout le monde, nous voilà. On va essayer de voir la suite des chapitres, la suite des événements du dernier jour d'un condamné, des dernières heures du condamné. Le chapitre 25. Il est ramené à une cellule. Il était dans une chambre et on va le ramener dans une cellule. On va lui offrir une chaise, une table, de l'encre, du papier pour qu'il écrit encore. Question de profiter de ces quelques minutes qui lui restent à vivre, peut-être quelques heures, pas plus. Mais il n'est pas seul. Cette fois, il n'est pas avec un autre condamné, il est avec un gendarme. Le rôle de ce gendarme, par ironie du sort, c'est de l'empêcher de se suicider. Il est là, on le garde, on le préserve pour le guillotiner, mais il n'a pas le droit de se suicider, c'est-à-dire de se tuer lui-même. Drôle de situation. Si on cherche sa mort, qu'on le laisse faire. Mais non, le gendarme est là pour le protéger, pour l'amener sain et sauf à la guillotine. Chapitre 26. Le narrateur écrit une lettre à sa petite fille de 3 ans. Il lui explique que c'était plus fort que lui. Il essaye de se trouver des prétextes et qu'il n'était pas le responsable s'il est orpheline à cet âge. C'est à cause de ce jugement, c'est à cause des hommes qui l'ont jugé, qu'il va abandonner ce petit enfant, cette fille si mignonne, toute seule. Dans l'attente de l'exécution, dans l'attente de l'exécution, c'est un effet terrible. Mais en même temps, il se dit, c'est seulement il y a un miracle, une chose extraordinaire qui épargne, qui sauve sa vie. Donc il veut vivre, cet homme. Ce n'est pas un suicidaire, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui s'attache à la vie et qui veut vivre. Le chapitre 28, place de grève. La place de grève, c'est un lieu public où on exécute les condamnés à mort. La place de grève, il avait déjà aperçu une fois. Il explique comment les préparatifs se font. C'est-à-dire, on va essayer de graisser la guillotine, de voir si elle glisse facilement ou non. Il y a déjà les spectateurs qui sont là, qui attendent ce condamné qui va être décapité. Tout le monde va être là, les enfants, les hommes, les femmes. Ils attendent de voir cette scène où un homme perd sa tête, un être humain perd sa tête. Ils sont là en train de le regarder. Le chapitre 29. Le narrateur espère encore, mais cette fois, il devient un peu plus réaliste. Le chapitre précédent, il espérait un miracle, une chose extraordinaire. Maintenant, il espère autre chose. Il espère la grâce royale. Il espère que le roi lui épargne la vie. Mais cette grâce n'arrive pas, et sûrement n'arrivera jamais. Le chapitre 30, le prêtre, l'homme de l'Église. Il est là, il vient, il essaie de jouer son rôle d'apaiser, de consoler cet homme qui va mourir. Mais est-ce que le condamné va l'écouter? Non, pas du tout. Le condamné, il va le faire sortir. Il va le chasser en quelque sorte. Le condamné n'accepte pas ce prêtre qui vient raconter des choses ou
auquel il ne croit pas. Il était où ce prêtre pour le défendre en tant qu'être humain? Il était où ce prêtre pour beaucoup de choses? Mais l'essentiel, il ne veut plus l'entendre, il le chasse. Le chapitre 31, par ironie du sort. Le condamné se prépare à mourir. Un architecte, un jeune, il vient, il prend les mesures de la cellule. Pourquoi, à votre avis, il prend les mesures de la cellule? Il est en train de faire quoi? Il est en train de dresser le nouveau plan pour rénover la prison l'année prochaine. C'est-à-dire un homme, on va le tuer, et une prison, on va la rénover, on va la reconstruire, On va en faire une prison neuve. Les pierres, les murs, on les soigne, on en prend soin, on va y investir de l'argent pour qu'ils deviennent neufs. Mais un être humain, on va le décapiter, on va lui couper la tête. Alors, l'architecte échange quelques paroles avec le condamné, parce que l'architecte sait très bien que cet homme va mourir après quelques minutes. Le gendarme, il intervient, interdit de parler au condamné, et il chasse l'architecte de cette pièce. Alors, jusque-là, à la prochaine. Merci.